À Nôle, ma sœur a reçu un Lexus LX9 à 117 000 $ avec un grand nœud doré. Moi, juste une petite tasse. Dans la nuit, j'ai laissé ma surprise et suis partie. Demain, ils payeront. Je suis rentrée à la maison à 8 heures du soir après mon service au bar Twister. Ça sentait la dinde rôtie, la cannelle et quelque chose de sucré qui me rappelait mon enfance, quand Noël était encore une fête et non un champ de bataille. Le sapin brillait de mille feux colorés et tout le monde était réuni près de la cheminée. Maman Anne dans sa robe bleue de fête, Gillian dans son pull blanc à motif de reine, oncle Curtis avec sa femme, tante Mabel et grand-père Ralph assis à l'écart dans un vieux fauteuil en cuir, observant tout le monde en silence. Miranda, maman se leva pour venir à ma rencontre, mais ne m'embrassa pas, se contentant de me faire un signe de tête. Enfin, nous avions déjà commencé sans toi. J'ai enlevé ma veste et me suis assise sur le canapé, essayant d'ignorer Gillian qui tournait ostensiblement les pages de son téléphone. Désolée, mon service a pris du retard. Vendredi, il y a beaucoup de monde. Ça traîne toujours, marmonna Gillian sans quitter l'écran des yeux. Beau travail, je dois dire. Maman sourit et frappa dans ses mains. Bon, les filles, c'est l'heure des cadeaux. Qui commence? Moi. Tante Mabel sortit une boîte de sous le sapin et l'attendit à Gillian. Pour toi, ma chérie. Gillian déballait son parfum, oncle Curtis lui remettait un bon pour un spa. Tout le monde souriait. Je restais assise tranquillement, attendant mon tour. Enfin, maman s'est approchée du sapin et a sorti de dessous une petite boîte enveloppée dans du papier rouge avec des étoiles argentées bon marché. Elle me l'a tendue. C'est pour toi, Miranda, j'espère que ça te plaira. Je l'ai déballée, une tasse, en céramique blanche avec l'inscription Souris Plus. Je l'ai retournée. Au fond, il y avait une étiquette avec le prix, 4 $ et 99 cents. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je me suis forcée à sourire. Merci, maman, c'est très pratique. Je savais que tu l'aimerais. Maman rayonnait. Bon, et maintenant le cadeau principal de la soirée. Elle s'est approchée de Gillian, lui a pris la main et l'a conduite vers la porte. Elle l'ouvrit en grand, l'air glacial s'engouffra dans la pièce et je vis ce qui se trouvait près du porche. Une Lexus LX, neuve, noire, brillante sous les lampadaires. Sur le capot, un énorme nœud doré tremblait dans le vent. Gillian a crié si fort que j'en ai eu mal aux oreilles. Elle s'est précipitée vers la voiture, a embrassé sa mère et a sauté sur place. C'est vraiment pour moi. Mon Dieu, maman, ça coûte 117 000 $. Comment as-tu... Tu l'as mérité, ma fille. Tu travailles comme manager, tu fais carrière, tu construis ton avenir, c'est une récompense pour tous tes efforts. Gillian embrassa sa mère une nouvelle fois, puis courut vers la voiture, s'assit au volant et toucha le tableau de bord. J'étais assise sur le canapé et serrai la tasse dans mes mains. Oncle Curtis se leva pour aller voir la voiture de plus près. Tante Mabel claquait la langue avec enthousiasme. Grand-père Ralph, lui, ne bougeait pas. Maman se retourna, le visage rayonnant de satisfaction, et me sourit. Miranda, sois reconnaissante pour ce que tu as, la vie est juste pour chacun à sa manière. Je me suis levée, j'ai posé délicatement ma tasse sur la table et j'ai acquiescé. Oui, maman, juste. Je suis allée dans la cuisine, je me suis servi un verre de vin et je me suis mise à regarder par la fenêtre. À table, tout le monde discutait bruyamment de la voiture, Gillian riait. Personne ne m'appelait. Le soir, quand tout le monde est allé se coucher, je n'arrivais pas à dormir, je suis descendue dans la cuisine. Grand-père Ralph était assis à table avec une tasse de thé chaud, regardant dans l'obscurité derrière la fenêtre. Tu ne dors pas demanda-t-il doucement. Je n'y arrive pas, répondis-je en m'asseyant en face de lui. Il a gardé le silence, tournant sa tasse entre ses mains, puis a posé sa main ridée sur la mienne. J'ai vu comment on te traite, ma fille ne manque clairement pas d'argent, puisqu'elle offre de tels cadeaux à l'une de mes petites filles, mais ignore l'autre. J'ai donc décidé de rendre justice. Je levai les yeux. Que voulez-vous dire, grand-père? Je peux te donner mon bar. Tu as travaillé comme barmaid, tu sais comment ça marche, tu t'en sortiras. Mais il y a une condition, tu me reverseras une partie des recettes jusqu'à la fin de mes jours. Et après ma mort, le bar sera entièrement à toi sans aucune condition. Je suis restée bouche bée, incrédule. Grand-père, c'est... Ne m'interromps pas, Miranda, je suis sérieux, le bar est mon bien le plus précieux, même la maison vaut moins, même si tu ne le savais pas. Je voulais le vendre après ma retraite et partager l'argent entre mes filles et mes petites filles. Mais quoi qu'en dise ta mère, la justice doit être différente. Tu mérites plus qu'une tasse à 5 $. Il prit le papier et le stylo qui se trouvaient sur la table et écrivit à la main lentement en traçant soigneusement les lettres. Je donne le bar appelé Ralph's à Miranda Collins, signature, date 25 décembre. Ah, dis, tu peux en écrire deux? Son grand-père fut surpris, mais il prit une autre feuille et écrivit la même chose. Je vais laisser ça à ma mère comme surprise. Qu'elle le sache, j'ai pris les chèques. Est-ce légal? Ces papiers ont-ils une valeur? Non, mais demain j'irai chez le notaire et je ferai tout en bonne et due forme. C'est juste un geste de ma part et une preuve pour nous. J'ai serré mon grand-père dans mes bras, il sentait le vieux tabac et la menthe. Merci. Ne me remercie pas, vis simplement dignement. Vers 2 heures du matin, quand le silence régnait dans la maison, je suis descendue dans la cuisine une dernière fois. J'ai laissé le deuxième chèque sur la table, près de la tasse préférée de ma mère, celle avec des fleurs. À côté, j'ai posé un mot que j'avais écrit sur un bout de papier. Merci pour ta justice, maman. Maintenant, j'ai aussi un cadeau, celui de grand-père. Avec tout mon amour, Miranda.
Je suis sortie de la maison, je me suis assise dans la vieille Honda, j'ai démarré le moteur et j'ai roulé dans l'obscurité. Le lendemain matin, alors que je dormais encore dans ma chambre louée, Gillian m'a appelée, elle criait si fort que j'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Tu es folle, qu'est-ce que tu as fait? Maman est complètement hors d'elle. Rien de spécial, ai-je répondu en bâillant. C'est grand-père qui en a décidé ainsi. Maman est hystérique. Elle a appelé grand-père, il a tout confirmé. Tu nous as volé notre héritage, tu comprends? Je me suis assise sur le lit et j'ai souri. Je n'ai rien volé, Gillian, c'est lui qui a décidé à qui donner quoi. Maintenant, nous verrons qui méritait le plus, toi avec ta Lexus ou moi avec mon bar. Gillian a raccroché. Une minute plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Nous en reparlerons, cela ne s'arrêtera pas là, tu vas le regretter. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le chèque qui se trouvait sur la table de chevet. La vie est-elle juste? Peut-être, peut-être. Le bar Ralph's se trouvait au coin d'une rue calme où vivaient principalement des personnes âgées et de jeunes couples avec des enfants. C'était un petit bâtiment de 2 étages en briques, avec de grandes fenêtres aux cadres en bois et une enseigne au néon où la lettre R clignotait et s'éteignait par intermittence. Grand-père Ralph a ouvert la porte avec une clé et m'a invité à entrer. Alors Miranda, c'est à toi, dit-il en allumant la lumière. Je découvris une salle de 30 places, un comptoir avec des chaises usées, de vieilles tables en bois polies par les années. Ça sentait le bois, la bière et quelque chose de chaleureux qui rappelait le confort. C'est vraiment à moi? J'ai touché le comptoir, sentant sous mes doigts une couche d'histoire. Oui, petite fille. Tant que je suis en vie, tu me verses une partie des recettes et après tout sera à toi. Je travaille ici depuis 27 ans. Ici, chaque chaise a son histoire. Grand-père m'a fait passer derrière le comptoir, m'a montré les réfrigérateurs remplis de bière, les étagères remplies d'alcool, la caisse qui semblait se souvenir des années 80. Puis il a étalé des papiers sur la table, licence, contrat avec les fournisseurs, factures de services publics, déclaration fiscale. Regarde attentivement. Le plus important, c'est la comptabilité. Chaque jour, tu dois noter combien tu as vendu, combien il reste en stock, combien tu as dépensé. Si tu ne tiens pas de comptabilité, tu perdras de l'argent sans comprendre où. J'ai acquiescé, essayant de mémoriser, mais ma tête tournait. Ce n'est pas seulement un bar, c'est une entreprise, une responsabilité, des obligations. Et le personnel, ai-je demandé? Je vais les appeler. Léo, Jenna, Eden, un homme d'environ 45 ans est sorti de la cuisine, petit, trapu, vêtu d'un tablier. Léo, le cuisinier. Il était suivi de 2 barmen, Jenna, une jeune femme d'environ 23 ans, aux cheveux courts et aux tatouages sur le bras, et Eden, un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un t-shirt noir et portant des lunettes. Je vous présente Miranda, ma petite fille. Elle est désormais la gérante du bar. Je reste consultant, mais c'est elle qui dirigera. Léo tendit la main et me serra fermement la mienne. Enchanté. Si tu as besoin de quelque chose de la cuisine, n'hésite pas à demander. Jenna sourit, mais ses yeux trahissaient son scepticisme. Tu as de l'expérience? J'ai travaillé comme barmaid pendant 4 ans au Twister, répondis-je. Je sais m'y prendre avec les clients et la caisse. Très bien, on verra, dit Eden en hochant la tête. Les jours suivants furent une véritable épreuve. J'arrivais à 9 heures du matin, quand le bar était encore vide, et le grand-père me montrait comment passer commande auprès des fournisseurs, comment vérifier la qualité des produits, comment tenir les livres comptables. Je faisais des erreurs. Une fois, j'ai oublié de commander du café, et les clients sont restés sans cappuccino jusqu'à midi. Une autre fois, j'ai confondu les comptes, et j'ai rendu plus de monnaie que nécessaire. Mon grand-père m'a patiemment corrigé, m'expliquant encore et encore: Miranda, les affaires, c'est une question de discipline. Si tu relâches ton attention ne serait-ce qu'un jour, tu perds de l'argent. Et l'argent, c'est la liberté. Retiens bien ça. Je prenais des notes, j'apprenais, j'essayais de ne pas abandonner. Mon expérience de barmaid m'aidait à comprendre les clients, comment les aborder, quoi leur proposer, quand me taire. Les anciens clients, qui venaient depuis des années, me regardaient d'abord avec méfiance, mais ils s'habituaient peu à peu. Un soir, un homme du nom de Howard, un habitué qui venait tous les soirs à 7 heures, s'est approché du comptoir. Ralph, tu lui as vraiment confié le bar? Oui, Howard. Elle s'en sortira très bien. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est pas mal, ma fille. C'était le premier compliment que je recevais et j'ai senti quelque chose de chaud me remplir la poitrine. Mais le calme ne dura pas longtemps. Un jour, alors que je triais des factures à mon bureau au 2e étage, j'entendis des voix s'élever en bas. Je descendis et vis maman, Anne et Gillian debout près du comptoir. Grand-père était assis à sa place habituelle, une tasse de thé à la main. Papa, c'est de la folie! Maman tremblait de colère. Tu ne peux pas lui donner le bar comme ça, c'est notre héritage. Anne, calme-toi, j'ai le droit de disposer de mes biens, répondit grand-père en buvant tranquillement son thé. Mais tu avais promis que tout serait réparti équitablement après ton départ. J'ai changé d'avis, j'ai décidé de faire ce qui est juste. Gillian croisa les bras sur sa poitrine et me regarda avec haine. Miranda, tu as manipulé grand-père, tu l'as utilisé. Je m'approchai, retenant ma colère. Je n'ai rien fait, c'est lui qui a pris cette décision. Tu mens, tu sais toujours te faire passer pour une victime. Grand-père s'est levé, sa voix est devenue ferme. Gillian, Anne, arrêtez. J'ai vu que vous n'étiez pas dans le besoin et que vous n'aviez tout simplement pas besoin de mon bar. Vous l'auriez vendu et vous vous seriez partagé l'argent. Miranda a de l'expérience en tant que barmaid et ne le vendra pas. Elle reprendra l'affaire et ne laissera pas le bar péricliter. Quel fondateur refuserait que sa création continue à prospérer après lui? Maman baissa la voix, mais on sentait la menace.
Papa, tu te rends compte de ce que tu fais? Ce n'est pas juste un cadeau, c'est la partie la plus précieuse de ton héritage. C'est justement pour cela que je veux qu'il revienne à quelqu'un qui saura en prendre soin. Maman et Gilliane sont parties en claquant la porte. Je suis restée là à les regarder s'éloigner. Grand-père, elles ne se calmeront pas. Je sais, ma fille, mais j'ai déjà pris ma décision. Demain, je vais chez le notaire pour officialiser tout ça. Elles auront alors plus de mal à faire quoi que ce soit. Le lendemain soir, alors que je fermais le bar, Gilliane m'a appelé. Miranda, maman est allée voir un avocat. Je me suis arrêtée, serrant le téléphone dans ma main. Et alors? L'avocat a dit qu'il était possible de contester la donation. Si on prouve que grand-père était incapable ou sous pression, maman rassemble des preuves. Des preuves de quoi? Il est parfaitement lucide. Cela n'a aucune importance. Si elle trouve le moindre prétexte, tu perdras tout. Gilliane, pourquoi tu me dis ça? Elle a marqué une pause. Parce que je ne veux pas que ça aille aussi loin. Mais maman ne s'arrêtera pas. Sois prête. Elle a raccroché. Je me tenais au milieu du bar vide, sentant la peur et la colère se mélanger en moi. Ils allaient vraiment essayer de me prendre mon bar. Et je devais être prête à me battre. Consciente de la responsabilité et du pouvoir que m'apportait mon nouveau rôle, je passais mes journées et mes nuits au bar. Ce fut difficile car j'avais décidé de ne pas rompre avec la tradition. Je n'ai pas annoncé de réforme ou de restructuration grandiose, je n'ai pas remplacé tout le menu, mais j'ai ajouté petit à petit quelque chose de nouveau et de vivant, une petite sélection de cocktails de saison aux épices, introuvables en ville, un accord avec Léo, notre chef, pour que le menu propose régulièrement des pâtisseries maison préparées selon une recette ancienne de mon grand-père. Sur le tableau près de l'entrée, j'écrivais chaque jour au marqueur noir les offres spéciales, aujourd'hui cidre chaud à la cardamome ou soirée balades irlandaises, réduction sur les liqueurs. À ceux qui venaient pour la première fois, je racontais l'histoire du bar, j'ajoutais de la sincérité dans mon accueil. Je travaillais 14 heures par jour. Le matin, je vérifiais les livraisons de boissons et de nourriture, je traitais les commandes, j'apprenais à distinguer les fournisseurs honnêtes des escrocs. L'après-midi, je m'occupais des abonnements. Après le déjeuner, je sortais avec les miens au comptoir. Le soir, je veillais à l'ordre dans la salle. Qui était triste, qui se disputait avec qui faisait des clins d'œil à Jenny. Mon expérience de barmaid faisait des merveilles. Je ne me perdais pas quand il y avait beaucoup de monde. J'engageais facilement la conversation, j'apaisais les conflits entre ceux qui avaient trop bu. Les premières semaines ont été les plus épuisantes. Parfois, j'avais peur de m'effondrer avant la fin de la journée, de mélanger les comptes ou d'oublier quelque chose d'important. Les recettes augmentaient lentement, mais régulièrement, et je mettais toujours de côté une partie pour mon grand-père. Il venait tous les jours, il vérifiait les documents, me donnait des conseils sur certains détails, mais n'intervenait pas inutilement. Il semblait tellement satisfait de mon enthousiasme qu'un jour, dans la cuisine vide, il m'a simplement dit: Tu fais mieux que ce vieux grincheux pouvait espérer. Les anciens clients, Howard, Madame Brooks, le jeune Justin, qui venait presque chaque semaine avec une nouvelle petite amie, ont commencé à remarquer mes efforts. Jenny, la barmaid tatouée au caractère bien trempé, me félicitait sans ironie à la fin de chaque service. Mais un matin, quand je suis arrivée au bar, Léo m'a accueillie, pâle, presque désemparée. Miranda, regarde dans le réfrigérateur. J'ai ouvert la porte et je suis restée figée. La viande n'était pas seulement périmée, elle sentait si mauvais qu'il a fallu jeter tout le lot à la poubelle. Hier, tout était encore normal. Léo fronça les sourcils. C'est Eden ou toi qui a réceptionné le camion de livraison hier soir? C'est moi, j'étais le premier aujourd'hui. Hier soir, Eden aidait à décharger, je crois. J'acquiesçais et montais au bureau pour vérifier les bons de livraison. Une partie des signatures ne correspondait pas. Le lendemain, il s'est avéré qu'une bouteille de gin de 10 litres avait disparu du bar et que les clients se plaignaient du goût étrange du lemonade. J'ai appelé un fournisseur que je connaissais qui m'a confirmé que quelqu'un avait commandé la marchandise non pas par son intermédiaire mais par un autre canal et avait livré une contrefaçon bon marché. J'ai réuni le personnel. Écoutez, ai-je dit en me tenant près du comptoir, les listes de livraison à la main. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le ouvertement. Mais si quelqu'un trahit à nouveau le bar, il sera renvoyé immédiatement et sans recommandation. Jenna a d'abord regardé Eden, puis moi. C'est à propos de nous? Qui avait les clés hier soir? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Eden a hoché la tête, mais n'a rien dit. Le soir, Franck, notre habitué, s'est assis au bar et s'est penché vers moi, l'air intimidé. T'as entendu la rumeur? On dit que t'as volé le bar à ta mère. C'est vrai? Qui dit ça? Une voisine, elle traîne souvent au magasin. Sa fille est copine avec ta sœur. J'ai esquissé un sourire. Qu'ils dînent ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que le bar fonctionne et que les gens aient les plats et les boissons qu'ils aiment et pas des contrefaçons bon marché. Mais les plaintes se sont multipliées. Bières avariées, verres cassés, retard dans le service, puis surprise. Une inspection inopinée des services sanitaires. L'homme en tablier m'a obligé à lui montrer toutes les factures, à vérifier la propreté des réfrigérateurs, à passer un coton-tige sur les bords des tables, puis m'a informé d'une plainte déposée par un client anonyme. Nous avons prélevé des échantillons. Les résultats seront disponibles dans quelques jours. S'ils ne sont pas conformes, nous vous infligerons une amende. J'ai regardé mon grand-père, qui cette fois-ci s'est contenté de hocher la tête. C'est un jeu d'usure. Tiens bon, surtout ne te laisse pas envahir par tes émotions, et si quelqu'un doit être licencié, n'hésite pas, je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, mon grand-père et moi avons visionné ensemble les enregistrements des caméras et tout est devenu clair. C'était Eden qui avait laissé entrer des étrangers dans la cuisine pendant la nuit, puis qui avait manifestement caché quelque chose dans le placard du personnel. Je l'ai rencontré
rentrée et sans crier, je lui ai dit presque calmement: «Merci pour ton travail, mais tu ne travailles plus ici. Prends tes affaires et ne reviens pas.» Il a essayé de s'adresser à mon grand-père, mais celui-ci a haussé les épaules. Je suis avec Miranda, c'est son bar, et Eden, personne n'aime les traîtres. La semaine suivante, j'ai installé moi-même des caméras dans les locaux, j'ai mis en place un système de comptabilité rigoureux pour le personnel et les fournisseurs. Chaque bouteille est enregistrée dans un registre, chaque dépense est confirmée par un bon de livraison. J'ai expliqué à tout le monde qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Les premiers jours, tout le monde restait silencieux, mais au bout d'une semaine, tout est devenu étonnamment facile. Jenna m'a soudainement encouragée pendant le dîner. Je pensais que tu allais craquer, mais tu es plus forte que tu ne le sembles. Je n'ai pas d'autre choix, ai-je répondu en souriant. Le grand-père s'asseyait au bar le soir et observait. Et une seule fois, il a dit doucement: Continue comme ça. Le bar commençait à ressembler à ce qu'il était à ses débuts. Les clients revenaient, certains amenaient même des amis. Parfois, je remarquais que les mêmes visages qui avaient répandu les rumeurs étaient maintenant assis avec un cocktail et observaient silencieusement la situation. Mais le soir avant la fermeture, j'ai reçu un message anonyme sur mon téléphone. Maman n'aime pas perdre. J'ai longuement regardé l'écran, me demandant qui avait pu écrire cela et ce qui m'attendait. Quand on m'a remis la convocation au tribunal, je n'y ai d'abord pas cru. J'étais assise dans le bureau du bar, en train de vérifier les factures d'approvisionnement, quand soudain un coursier a frappé à la porte, m'a tendu une enveloppe et m'a demandé de signer. J'ai ouvert le papier et j'ai lu: Demande en justice visant à faire déclarer Ralph Collins incapable et à annuler le contrat de donation immobilière. La plaignante était Anne Collins, ma mère. Je suis descendue où mon grand-père était assis à sa table habituelle en train de lire le journal. Grand-père, maman a intenté un procès, elle veut te faire déclarer incapable et reprendre le bar. Il a levé les yeux, a retiré ses lunettes et les a essuyées avec une serviette. Tu sais, je m'y attendais, elle a toujours été têtue. Qu'est-ce qui est écrit là? Je lui ai tendu le document. Il l'a lu lentement, puis a hoché la tête. Incapable donc, très bien. Allons voir les médecins, passons l'examen, qu'ils essaient de prouver que je ne comprends pas ce que je fais. Ça va être amusant. J'ai engagé un avocat, Liam Vellara, un homme d'une cinquantaine d'années, expérimenté dans les affaires civiles. Il a examiné les documents, m'a écouté, ainsi que mon grand-père, puis a déclaré calmement: Ils ont perdu d'avance. Si mon grand-père passe l'examen médical et que les médecins confirment sa capacité juridique, ils n'ont aucune chance, mais ils vont essayer de faire pression sur vous émotionnellement, de vous accuser publiquement. Cela ne les aidera pas, mais soyez prêts. Mon grand-père a passé l'examen à la clinique municipale. On lui a posé des questions, on a testé sa mémoire, sa logique, ses réactions. Les médecins ont conclu que Ralph Collins était pleinement capable, qu'il ne souffrait d'aucun trouble mental et qu'il comprenait les conséquences de ses actes. L'audience a été fixée au 15 février. Je suis venue gentailleur, j'ai essayé d'avoir l'air confiante, même si à l'intérieur tout tremblait. Grand-père était assis à côté de moi, il me tenait la main. Liam se tenait près de la table, il rangeait des papiers. En face, il y avait maman avec Gillian et leur avocate, une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur noir austère, avec un dossier de documents. La juge, une femme âgée aux cheveux gris, a déclaré l'ouverture de l'audience. Affaire numéro 2134. La plaignante est Anne Collins, les défendeurs sont Ralph Collins et Miranda Collins. Je demande à la plaignante d'exposer les faits. L'avocate de ma mère s'est levée. Votre honneur, ma cliente affirme que son père, Ralph Collins, était dans un état qui l'empêchait d'évaluer correctement ses actions au moment de la conclusion du contrat de donation. Il a cédé son bien le plus précieux, le bar qui constitue l'essentiel de son héritage, à sa petite-fille Miranda Collins, alors que les autres membres de la famille n'ont pas eu cette possibilité. Nous estimons que la donation a été faite sous pression psychologique et doit être annulée. La juge acquiesça. Existe-t-il des preuves de pression psychologique? L'avocate de la mère commença à lire les témoignages des proches. Tante Mabel a raconté que grand-père Po était désorienté ces derniers temps. Oncle Curtis a affirmé que Miranda venait constamment le voir pour parler du bar. Gillian a témoigné que grand-père n'avait jamais parlé de donation auparavant. J'écoutais et je sentais la colère monter en moi. C'était un mensonge pur et simple. Liam s'est levé. Votre honneur, nous disposons d'une expertise médicale qui confirme la pleine capacité juridique de Monsieur Collins. Aucun trouble mental n'a été détecté. Les médecins ont confirmé qu'ils comprenaient clairement les conséquences de ces actes. De plus, nous disposons d'un contrat de donation certifié par un notaire dans lequel toutes les conditions sont clairement énoncées. Il n'y a eu aucune pression. La juge examina l'expertise et acquiesça. C'est une preuve solide. Le plaignant souhaite-t-il ajouter quelque chose? Ma mère s'est levée, le visage rouge de colère. Votre honneur, ma fille Miranda a toujours été cupide. Elle ne s'est jamais intéressée à sa famille, seulement à l'argent. Elle a manipulé son père pour obtenir les biens les plus précieux. Je n'ai pas pu me retenir et je me suis levée. Ce n'est pas vrai, la juge frappa son marteau. Je vous prie de respecter l'ordre. Madame Collins, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Gillian se leva également. Votre honneur, Miranda a détruit notre famille. Elle nous a trahis. Elle a pris ce qui devait appartenir à tout le monde. Liam a dit calmement: Votre honneur, les émotions ne sont pas des preuves. Nous avons des documents clairs, une expertise médicale, une confirmation notariale. La donation est légale. La juge m'a autorisé à prendre la parole. Je me suis levée, j'ai respiré profondément pour essayer de me calmer. Votre honneur, je n'ai jamais manipulé mon grand-père. C'est lui qui a décidé de me donner le bar car il voyait à quel point j'étais humiliée dans ma famille. À Noël, ma mère a offert à ma sœur une Lexus à 117 000 $ et à moi une tasse à 5 $.
Pas 5 000 dollars, juste 5 dollars. Elle m'a dit, sois reconnaissante. La vie est juste. Mon grand-père l'a vu. Il savait que j'avais travaillé pendant des années sans recevoir aucun soutien. Il voulait que le bar revienne à quelqu'un qui en prendrait soin et non à quelqu'un qui le vendrait et partagerait l'argent. Ma mère a crié beau. C'est faux. Tu as toujours joué la victime. La juge a de nouveau frappé avec son marteau. Madame Collins, encore un cri et je vous fais sortir de la salle. Finalement, mon grand-père prit la parole. Il se leva, s'appuyant sur la table, et sa voix était ferme. Votre honneur, je m'appelle Ralph Collins, j'ai 81 ans, je suis pleinement conscient de mes actes, j'ai donné le bar à Miranda car elle est la seule à pouvoir en prendre soin. Ma fille et ma petite fille aînée l'auraient vendue en une semaine. Miranda est barmaid, elle s'y connaît. Elle y travaille 14 heures par jour. C'est ma décision et je ne la changerai pas. La juge a écouté tout le monde, examiné les documents, puis annoncé une pause. Une demi-heure plus tard, il est revenu et a lu la décision. Le tribunal rejette la plainte d'Anne Collins. L'expertise médicale confirme la capacité juridique de Ralph Collins. Le contrat de donation a été conclu conformément à la loi et certifié par un notaire. Il n'y a pas de motif d'annulation. L'affaire est close. Maman était figée, son visage déformé par la rage. Gillian était assise en silence, les yeux fixés sur le sol. Leur avocate a rassemblé les papiers et est sortie sans un mot. Mon grand-père et moi avons quitté le tribunal. Dans la rue, il m'a prise dans ses bras. Tu es formidable, Miranda. Tiens bon, j'ai souri, mais à l'intérieur, je me sentais vide. J'avais gagné, mais ma famille, elle était définitivement brisée. Le soir, alors que je fermais le bar, j'ai reçu un message de Gillian. Tu as gagné, mais maman ne s'arrêtera pas là. Elle cherche d'autres moyens. Fais attention. Je regardais l'écran et je comprenais que ce n'était pas encore fini. La guerre ne faisait que commencer. Après le procès, je pensais que j'allais enfin avoir la paix, que ma mère et Gillian accepteraient leur défaite et me laisseraient tranquille. Naïf, n'est-ce pas? Je me suis trompée. Le premier coup est venu des réseaux sociaux. Un matin, alors que je vérifiais mes emails en buvant un café dans le bureau du bar, j'ai reçu un message de Jenny. Miranda, tu as vu ce que Gillian écrit à ton sujet? C'est complètement fou. D'ailleurs, j'ai ouvert Facebook. Gillian avait publié un long message dans lequel elle racontait sa version de l'histoire. Elle parlait d'une petite sœur ingrate qui avait volé l'entreprise familiale à sa propre famille, de la façon dont j'avais manipulé un vieil homme sans défense pour obtenir les biens les plus précieux, sur le fait que la famille s'était effondrée à cause de ma cupidité et de ma trahison. Elle avait ajouté à son message de vieilles photos de famille où nous étions tous ensemble, heureux, souriants. Le post a recueilli des centaines de likes et des dizaines de commentaires, principalement de personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui n'hésitaient pas à me condamner. Quelle personne horrible! Comment peut-on se comporter ainsi avec sa famille? J'espère que le karma lui reviendra. J'étais assise dans mon bureau et je regardais l'écran, sentant quelque chose de brûlant s'enflammer en moi. Une partie de moi voulait répondre, dire la vérité, montrer cette note de Noël où ma mère disait qu'il était juste d'offrir à une de ses filles une Lexus à 117 000 dollars et à l'autre une tasse à 5 dollars. Je voulais publier des captures d'écran des documents judiciaires, de l'expertise médicale de mon grand-père, prouver à tout le monde que je n'avais rien volé. Mais une autre partie de moi comprenait, c'était l'agonie. Ils avaient perdu au tribunal, perdu le contrôle, et maintenant ils essayaient de salir ma réputation, car ils n'avaient plus d'autre moyen de se battre. J'ai décidé de ne pas réagir publiquement. J'ai supprimé le poste de mon champ de vision, bloqué Gillian sur tous les réseaux sociaux et continué à travailler. Je pensais que cela passerait tout seul, mais les conséquences ne se sont pas fait attendre. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que plusieurs clients réguliers avaient cessé de venir. Franck, qui était toujours assis au bar avec une bière à 7 heures du soir, est venu me voir un jour et m'a dit doucement, presque avec excuse: Miranda, je suis vraiment désolée, mais ma femme dit qu'il vaut mieux que nous ne venions plus ici. Elle a lu sur Internet des articles sur ta famille, sur tous ces scandales. Tu comprends, nous ne voulons pas être mêlés aux problèmes des autres. J'ai hoché la tête en serrant la serviette dans ma main. Je comprends, Franck, merci de me l'avoir dit en personne. J'ai perdu 3 autres clients cette semaine. Madame Brooks, qui venait avec ses amis tous les mercredis, Justin et sa nouvelle petite amie, et le vieux Morrison. Les recettes ont légèrement baissé, pas de manière critique, mais de façon notable. Mon grand-père m'a soutenu, me disant que la vérité finirait toujours par triompher du mensonge, que les gens finiraient par comprendre. Mais je sentais quelque chose de amer bouillonner en moi, de la fatigue, de la colère, de l'impuissance. Et puis il est arrivé. Un soir, alors que je fermais le bar à 22 heures, en rangeant les derniers verres sur le comptoir, un homme a frappé à la porte. Grand, la cinquantaine, vêtu d'une veste en cuir usé, le visage marqué par la dureté et l'indifférence. J'ai ouvert la porte, le chiffon toujours à la main. Désolé, nous sommes déjà fermés, revenez demain. Je ne suis pas venu pour boire, dit-il en tendant la main. Merrick Dane, je dois parler à Miranda Collins. C'est moi. Il hocha la tête, entra sans y être invité, s'assit au comptoir et déboutonna sa veste. On m'a dit que vous étiez la propriétaire. C'est un endroit sympa, au fait. Votre grand-père Ralph est une vieille connaissance. Je me suis crispée et j'ai posé le chiffon sur le comptoir. Que puis-je pour vous, monsieur Dane? Il sortit un papier de la poche intérieure de sa veste, le déplia lentement, comme pour faire durer le moment, et le posa sur le comptoir devant moi. Une reconnaissance de dette. Écrite à la main en lettres irrégulières, Ralph Collins a emprunté à Merrick Dane 15 000 dollars. Je m'engage à le rembourser avant décembre 2003. Signature. Je l'ai lu et je suis restée sans voix. C'est 2003, il y a 22 ans. Oui, mais la dette n'a toujours pas été remboursée. Comment ça pas remboursé? Grand-père dit qu'il a tout remboursé il y a longtemps. Méric sourit froidement, sans chaleur dans les yeux.
Peut-être pas qu'il le pense, peut-être qu'il s'est trompé, mais il n'y a pas de document attestant du remboursement de la dette. Il n'y a qu'une reconnaissance de dette. Je veux récupérer mon argent, avec les intérêts pour toutes ces années, 35 000 dollars. Je me suis sentie glacée à l'intérieur, mes doigts ont légèrement tremblé. D'où venez-vous maintenant? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt si la dette est si ancienne? On m'a rappelé cette dette. Une femme a téléphoné la semaine dernière. Elle a dit que Ralph avait légué le bar à sa petite fille. Je me suis dit, parfait, il y a donc quelqu'un à qui payer. Les jeunes sont généralement plus responsables que les personnes âgées. J'ai compris immédiatement. Maman, c'est encore elle. Elle a trouvé ce Méric, lui a rappelé cette vieille dette et l'a poussé à venir ici. Combien vous a-t-on payé pour venir ici maintenant? Méric s'est levé et a boutonné sa veste. Cela ne vous regarde pas, mademoiselle. Vous avez 2 semaines. Soit vous remboursez la totalité de la dette, soit je vous poursuis en justice. Et si le tribunal ne peut rien faire, j'ai d'autres moyens de régler les problèmes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il est sorti en claquant la porte, laissant la reconnaissance de dette sur le comptoir. Je restais longtemps assise à regarder le papier, essayant de calmer ma respiration. Puis j'ai appelé mon grand-père. Il arriva 20 minutes plus tard, vit la reconnaissance de dette et pâlit, s'appuyant contre le comptoir. Miranda, j'ai vraiment emprunté de l'argent à cet homme. C'était il y a longtemps, en 2002, lorsque le bar avait failli fermer à cause de la crise économique. Les fournisseurs refusaient de travailler à crédit, la banque ne nous accordait pas de prêt. Méric nous a alors aidés. J'ai tout remboursé, je le jure, mais de manière informelle. Je lui ai simplement remis l'argent dans une enveloppe, sans reçu, sans témoin. J'étais stupide, naïf. Grand-père, comment as-tu pu faire ça? J'étais plus jeune, moins prudent. Je pensais qu'on pouvait lui faire confiance, que sa parole suffisait. Je respirais profondément, essayant de me calmer, de réfléchir à des solutions. 35 000, c'est beaucoup, mais c'est faisable. Si je travaille plus intensément, si j'optimise les dépenses, si je négocie un paiement échelonné, mon grand-père posa sa main ridée sur la mienne. Miranda, tu es sûre? Je n'abandonnerai pas. Ils veulent bien que je craque, que je m'enfuis, que je renonce à tout, mais je n'abandonnerai pas. Jamais. Le lendemain, j'ai rencontré Méric dans un café à l'autre bout de la ville. Je lui ai proposé de rembourser ma dette par versement échelonné, 2 000 dollars par mois pendant un peu plus d'un an, puis le solde en une seule fois dès que j'aurai réuni la somme nécessaire. Il m'a écouté en silence, en buvant son café, puis a accepté, mais à une condition stricte. Si je manquais ne serait-ce qu'un seul paiement, il me poursuivrait en justice et exigerait le remboursement immédiat de la totalité de la dette, plus les frais de justice. J'ai signé l'accord, sentant l'étau se resserrer autour de mon cou. Je travaillais désormais plus que jamais. J'arrivais à 8 heures du matin alors que la ville dormait encore et je partais à minuit lorsque les rues étaient désertes. J'ai réduit mes dépenses au strict minimum, j'ai arrêté d'acheter de nouvelles choses, je mangeais les restes de la cuisine du bar, j'ai renoncé à tout divertissement, même au cinéma une fois par mois. Chaque dollar gagné servait à rembourser la dette à Méric, à entretenir le bar et à payer la part de mon grand-père. Jenna et Léo voyaient que je m'épuisais et essayèrent de m'aider. Jenna prenait des heures supplémentaires sans supplément de salaire. Léo optimisait le menu pour économiser sur les produits coûteux, les remplaçant par des produits moins chers mais de qualité équivalente. Au bout d'un mois, j'ai remboursé la première partie de la dette. Méric est arrivé à 19 heures pile, a pris l'enveloppe contenant l'argent, a compté les billets et a hoché la tête. Bien, pas mal, mais n'oublie pas qu'il te reste encore 17 paiements à effectuer. Ne me déçois pas. J'ai serré les dents et j'ai continué. Un soir, alors que j'étais assise dans mon bureau à faire mes comptes, essayant de trouver comment économiser encore quelques centaines de dollars, Gillian m'a appelé. Je ne voulais pas répondre, mon doigt était suspendu au-dessus du bouton rejeter. Mais quelque chose, la curiosité, l'espoir, je ne sais pas quoi, m'a poussé à décrocher le combiné. Qu'est-ce que tu veux, Gillian? Miranda, je voulais te dire, maman est allée trop loin, ce mérite, la dette, c'est trop. Tu viens seulement de t'en rendre compte après tout ce qu'elle a fait. Je ne savais pas qu'elle avait engagé Méric, je te le jure. Elle me l'a dit après qu'il soit venu te voir. Je n'approuve pas ça. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Mon approbation, mes excuses, mon soutien? Gillian resta silencieuse pendant un long moment, puis dit doucement, presque dans un murmure: je veux que tu saches que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas de guerre, mais maman, elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Alors arrête-la toi-même. Tu es sa fille. Je ne peux pas, elle ne m'écoute pas. Elle est obsédée par l'idée de te punir. Alors ne m'appelle plus, Gillian, je n'ai pas besoin de ta pitié. J'ai raccroché et je suis retournée à mes comptes. Mais mon cœur battait à toute vitesse et une pensée inquiétante me trottait dans la tête. Si maman ne s'arrête pas, que fera-t-elle la prochaine fois? Et serais-je capable de supporter un autre coup, une autre attaque? Le matin, alors que j'ouvrais le bar et me préparais pour une nouvelle journée, j'ai trouvé sur le seuil une enveloppe sans adresse ni nom. À l'intérieur, il y avait une photo de mon grand-père devant l'hôpital avec une inscription faite à partir de lettres découpées dans un journal. Les personnes âgées sont si fragiles. Fais attention, Miranda. J'ai arrêté de compter les jours depuis que je dormais 4 heures par nuit. Quand on enferme ses émotions derrière le mur de la routine, le temps devient trouble, flou, comme le brouillard sur la route le matin. Se forcer à se lever le matin, c'est déjà une victoire. J'avais du mal à me réveiller, je rassemblais mes cheveux en un chignon serré et j'allais au bar. Le travail, les comptes, les paiements réguliers à Méric, les conversations avec les fournisseurs qui me demandaient de plus en plus souvent si tout allait bien. Personne ne serait surpris sachant qu'à la fin de la journée de travail, je fermerai la porte et m'endormirai ici même, juste derrière le comptoir, la tête posée sur mes mains. Je suis devenue plus silencieuse.
À l'intérieur, il ne restait plus qu'un nœud de tension, comme une corde serrée qui allait bientôt se rompre. Maman perdait de plus en plus souvent son sang-froid, dépassant toutes les limites. Un jour, elle est venue au bureau de mon avocat, Liam, a fait une scène dans le couloir, a crié sur la secrétaire, a accusé tout le monde de fraude et de destruction de la famille. Le lendemain, une affiche diffamatoire a été placardée sur la porte du bar, à nouveau anonymement, mais avec une écriture reconnaissable. Attention, vous ne serez pas les bienvenus ici. La propriétaire du bar est une traîtresse à sa famille. Puis, j'ai reçu un appel d'un journaliste local. Il s'est présenté comme un employé d'un journal en ligne et voulait un commentaire sur le conflit avec ma mère et le créancier Merrick Dane. J'ai raccroché, la tête pleine d'insultes et d'impuissance. Le bar était devenu pour moi le seul îlot de sécurité, le seul endroit où je pouvais contrôler quelque chose. J'avais peur de m'arrêter, car alors les pensées me rattrapaient. J'ai réussi à trouver de nouveaux clients, j'ai mis à jour la carte des cocktails, j'ai ajouté des boissons saisonnières aux épices, j'ai fait une petite campagne marketing sur les réseaux sociaux, happy hour pour ceux qui viennent pour la première fois chez Ralph's. Même Léo et Jenna étaient surpris. Nous avions de plus en plus de clients, même si les vagues de réputation déferlaient et se retiraient sans cesse. La solitude se faisait sentir, je me surprenais parfois à parler toute seule dans la salle vide lorsque je nettoyais les tables après la fermeture. Grand-père était de plus en plus souvent malade. Il venait de moins en moins souvent au bar, il téléphonait en silence, demandait comment allaient les affaires, annonçait quand il recevait sa part des recettes. J'entendais sa voix vieillir, je voyais qu'il se fatiguait même lors de courtes conversations. Un soir, après une journée difficile, alors que je tenais à peine debout, je suis allée chez lui. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, regardant l'obscurité de la rue derrière la vitre. Tu ne dors pas, grand-père? Je me suis assise à côté de lui sur l'accoudoir. Tu sais, Miranda, j'ai toujours rêvé que mon fils dirigerait le bar, mais je n'ai pas de filles, seulement des petites filles. Je pensais que l'une d'elles prendrait peut-être la relève, mais tu es arrivé. Il a souri tristement et a posé sa main sur la mienne. Tu es la meilleure de mes héritières. Je ne me suis pas trompée. Je suis restée longtemps silencieuse, puis, ne pouvant me retenir, j'ai tout raconté. Méric, la dette, comment j'essaie de m'accrocher au bar comme à un point d'ancrage dans ce chaos, mais mes forces s'épuisent. Que parfois j'ai envie d'abandonner, mais je ne peux pas, car alors maman gagnerait. Grand-père écoutait attentivement, serrant la coudoir du fauteuil de sa main ridée. Note l'adresse et le numéro de téléphone de Méric. Je m'en souviendrai, je m'en occuperai. Tu ne peux pas, grand-père, tu n'as plus l'âge, tu n'as plus la force. Ne discute pas avec moi, ma fille, je ne suis pas encore un vieillard impuissant. J'ai écrit l'adresse et le numéro de téléphone de Méric sur un bout de papier et je l'ai donné à mon grand-père. Le lendemain, il a disparu pendant plusieurs heures. Je m'apprêtais déjà à appeler la police, je l'appelais toutes les 10 minutes, mais il ne répondait pas. Puis il est rentré à la maison, l'air fatigué, mais satisfait. Où étais-tu? Je me suis précipitée vers lui, j'ai réglé le problème avec Méric. Mes anciens collègues se souviennent encore du mot et du concept d'honneur. Ils savaient tous que j'avais remboursé ma dette, que j'avais payé ses partenaires dès 2003, mais Méric voulait profiter une fois de plus de la situation. On lui a expliqué que ce n'était pas ainsi que se comportèrent les gens qui respectaient leurs engagements. Et il a même rendu une partie de l'argent que tu avais déjà eu le temps de lui donner, en guise d'excuse pour le désagrément. J'écoutais presque sans respirer, sentant un poids lourd me quitter la poitrine. Donc il n'y a plus de dette, plus du tout. Tu ne dois rien, Miranda, rien, tu peux désormais vivre tranquille. Soulagée, j'avais envie de pleurer, mais j'ai esquissé un sourire, embrassé mon grand-père sur la joue et je me suis jetée dans ses bras. Pour la première fois depuis des mois, j'avais envie de dormir sans penser aux dettes et aux menaces. La semaine suivante, tout semblait avoir changé. Je sentais que je pouvais respirer à plein poumon. J'ai rénové l'intérieur du bar. J'ai remplacé les vieilles tables par de nouvelles tables en bois. J'ai commandé des chaises confortables avec des sièges rembourrés. J'ai fait une promotion sur un site local et un groupe Facebook. J'ai ajouté une nouvelle lampe près du bar. J'ai accroché au mur des photos de la vieille garde, les clients réguliers des années 90 qui venaient déjà à l'époque de mon grand-père. Elle a lancé une rencontre entre amis du bar mensuelle avec de la musique live. Les recettes ont commencé à augmenter plus rapidement, les dettes, celles qui restèrent pour les services publics et les fournitures, ont rapidement diminué et pour la première fois, j'ai eu une soirée libre où je pouvais simplement m'asseoir et ne pas penser aux factures. Jenna, voyant mon humeur, a elle-même organisé une soirée entre filles pour le personnel. Elle a coupé du fromage, ouvert une bouteille de mousseux bon marché et invité Léo. À quoi trinquons-nous les filles? À la survie et au renouveau. J'ai levé mon verre, nous avons ri de petites choses, pris des selfies et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais être heureuse. Pas simplement survivre, mais vraiment vivre. Quelques jours plus tard, Gillian est apparue dans la salle. Elle était modeste, les épaules tombantes, moins effrontée que celle que tout le monde connaissait auparavant. Elle était habillée simplement, sans bijoux, sans maquillage. Je suis sortie de derrière le comptoir et j'ai marqué une pause. Qu'est-ce que tu veux, Gillian? Je veux m'excuser, Miranda.
Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé, tu es forte, tu mérites tout cela. Peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire notre relation comme des sœurs. J'ai secoué la tête en la regardant droit dans les yeux. J'apprécie ce que tu m'as écrit et tes tentatives pour m'avertir de certaines choses. Mais tu n'as pas arrêté maman, c'était plus facile pour toi avec elle qu'avec moi. Je te remercie d'avoir essayé, mais maintenant je dois reconstruire tout ce que notre mère a essayé de détruire dans le bar. Tu peux donc boire si tu veux, tu peux investir de l'argent dans le bar, mais je ne peux rien t'offrir de plus pour l'instant. Elle acquiesça silencieusement, s'assit au comptoir, commanda un café. Elle était y restée assise 10 minutes, puis elle est partie sans rien dire d'autre. J'ai expiré et j'ai ressenti non pas de la douleur, mais un sentiment de libération, pour la première fois depuis tout ce temps. Le lendemain, mon grand-père m'a convoqué chez lui et m'a dit sérieusement, en me regardant dans les yeux: Miranda, tu dois savoir que j'ai parlé à ta mère. Je lui ai dit clairement et sans détour: elle a dépassé les bornes. Elle a dépassé les bornes lorsqu'elle a fait appel à cet usurier, Méric, pour qu'il te fasse payer ta dette. Je lui ai dit: soit elle te laisse tranquille et comprend qu'elle a perdu, soit je la prive de tout. J'ai déjà réduit son héritage à cause de ses actions, mais si elle ne s'arrête pas ici et maintenant, ni elle ni ta sœur Gillian n'auront rien. Il parlait calmement, avec assurance, et son ton ne laissait place à aucun doute ni à aucun regret. Je voyais bien qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Et qu'a-t-elle répondu? Elle n'a rien dit, puis elle est sortie en claquant la porte. Mais je sais qu'elle va reculer. Elle n'a plus d'autre choix. Et en effet, la semaine suivante, maman ne s'est pas présentée, n'a pas téléphoné, n'a pas écrit. Les rumeurs ont cessé, personne ne répandait plus de mensonges à mon sujet sur les réseaux sociaux. C'était comme si la tempête s'était soudainement calmée. 6 mois plus tard, quand on m'a appelé, je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé. La mère de tante Mabel parlait lentement, comme si elle faisait un effort. Miranda, ton grand-père Ralph, est mort dans son sommeil la nuit dernière. Tranquillement, sans souffrance, il s'est simplement endormi et ne s'est pas réveillé. Je me tenais au milieu du bar, le téléphone à la main, et le monde autour de moi est devenu irréel, comme à travers l'eau. Mon grand-père était mort, l'homme qui m'avait soutenu quand tous les autres m'avaient tourné le dos, celui qui a cru en moi alors que je ne croyais plus en moi-même, le seul qui ne m'a pas trahi. J'ai fermé le bar pour la journée, j'ai accroché une pancarte fermée pour cause de deuil. Jenna et Léo m'ont proposé leur aide, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seule. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, dans une petite église à la périphérie de la ville où mon grand-père se rendait tous les dimanches depuis quelques années. Beaucoup de gens sont venus, de vieux amis, des clients réguliers du bar, des voisins, des gens que je ne connaissais même pas. Mon grand-père était respecté dans son entourage, cela m'apparaissait clairement maintenant. Je me tenais près du cercueil, vêtu d'une robe noire, regardant son visage calme et serein. On aurait dit qu'il s'était simplement endormi. À côté de lui, on avait posé sa photo préférée, prise au bar où il souriait largement, une chope de bière à la main. Maman et Gillian étaient revenues ensemble, toutes deux vêtues de noir. Maman essayait de paraître triste, elle s'essuyait même les yeux avec une serviette, mais je savais que c'était un jeu. Gillian tenait des fleurs, s'approcha du cercueil, les déposa et s'inclina. Puis elle me regarda comme si elle attendait une réaction. Je les ignorais, je ne me suis pas approchée, je ne les ai pas salués, je ne leur ai pas parlé, je suis simplement restée à l'écart, les mains serrées. Tante Mabel s'est approchée et m'a prise dans ses bras. Il était très fier de toi, Miranda, sache-le. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Après les funérailles, tout le monde s'est réuni dans la maison de grand-père pour la lecture du testament. Le notaire, un homme âgé en costume, muni d'un dossier, s'est assis à la table du salon. Maman, Gillian, tante Mabel, oncle Curtis et moi. Tout le monde se tut. Dans l'attente, le notaire ouvrit le dossier, en sortit le testament et commença à le lire lentement, distinctement. Moi, Ralph Collins, étant saint d'esprit et de mémoire, lègue mes biens comme suit. Le bar appelé Ralph, situé au 18 rue Maple, 32, revient entièrement à ma petite fille Miranda Collins. La maison située au numéro 18 de la rue Oak revient à ma fille Anne Collins. La voiture Ford Mustang de 1985 et le garage reviennent à ma sœur Mabel Jenkins. Le compte bancaire numéro, il lut le numéro, sera partagé à parts égales entre mes petites filles Miranda Collins et Gillian Collins. Tous les autres biens et objets personnels seront répartis d'un commun accord entre les héritiers. Maman se figea, son visage pâlit, puis rougit. C'est tout? La maison et c'est tout? Le notaire acquiesça. Oui, Madame Collins, le testament a été rédigé conformément à la loi, certifié par un notaire, il est impossible de le contester. Et ses économies? Et les autres biens? Le compte bancaire est partagé entre les petites filles. Les autres biens, les objets ménagers, les meubles, sont partagés selon un accord. Maman se leva, tremblant de colère. Il l'a encore choisi, encore Miranda, c'est injuste. Gillian resta silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Tante Mabel posa une main réconfortante sur l'épaule de maman. Anne, calme-toi, il a fait ce qu'il estimait nécessaire. Maman s'est échappée, a attrapé son sac et est sortie en claquant la porte. Gillian s'est restée, s'est approchée de moi. Félicitations, maintenant le bar est entièrement à toi. J'ai hoché la tête. Oui. Il t'aimait plus que nous tous réunis. Je ne savais pas quoi répondre, je l'ai simplement regardée. Elle a soupiré et est partie. Le notaire m'a remis les documents du bar, les clés, les papiers bancaires. Je les tenais dans mes mains et je réalisais que mon grand-père m'avait fait confiance jusqu'à la fin. Il ne m'avait pas seulement laissé une entreprise, il m'avait laissé sa vie, sa création, son héritage. J'ai décidé de rendre le bar encore plus prospère en hommage à sa mémoire. J'ai accroché sa photo au-dessus du comptoir et ajouté au menu le cocktail Ralph's Legacy.
selon l'ancienne recette qu'il m'avait transmise. J'ai organisé une promotion annuelle, le Ralph's Day, pendant laquelle toutes les boissons étaient vendues à prix réduit et une partie des recettes était reversée à des œuvres caritatives. Le bar a commencé à prospérer. Les clients venaient plus souvent, la réputation grandissait, j'ai embauché un autre barman, élargi le menu. Jenna est devenue barman en chef, Léo est devenu chef cuisinier. Nous sommes devenus une véritable équipe. Gillian a commencé à venir au bar de temps en temps. Elle ne faisait pas de scandale, ne posait pas d'exigences, elle s'asseyait simplement à une table près de la fenêtre, commandait un café ou un cocktail et m'observait en silence. Parfois, elle essayait de parler, du temps, du travail, de choses insignifiantes. Je répondais brièvement, poliment, mais sans chaleur. J'avais besoin de temps, peut-être qu'un jour je pourrais pardonner, peut-être qu'un jour nous redeviendrons sœurs, mais pas maintenant. Pas après tout ce qui s'est passé. Un soir, alors que je fermais le bar, Gillian est venue pour la dernière fois avant que j'éteigne la lumière. Miranda, je veux que tu saches que je suis vraiment désolée. Pour tout, je l'ai regardée, sentant quelque chose de chaud mais de prudent bouger en moi. Je sais, Gillian, mais j'ai besoin de temps. Combien? Je ne sais pas, peut-être beaucoup. Elle a hoché la tête et est partie, et je suis restée seule dans le bar, parmi les tables, les chaises, les odeurs de bois et de bière. C'était mon monde maintenant, le monde que je méritais, le monde que mon grand-père m'avait laissé. Mais le lendemain matin, lorsque j'ouvris la porte du bar, je trouvai une enveloppe sur le seuil. À l'intérieur, une lettre de l'avocat de ma mère. Chère Madame Collins, nous représentons Anne Collins dans le cadre du recours contre le testament de Ralph Collins. Nous vous prions de vous présenter au tribunal. Je serrai le papier dans ma main, encore une fois. Elle n'abandonnait pas. Même après la mort de mon grand-père, même après tout ce qui s'était passé, elle continuait à se battre. 3 années s'étaient découlées sans que je m'en rende compte, mais pendant ce temps, ma vie avait changé du tout au tout. Je me tenais derrière le comptoir du Ralph's, qui n'était plus le vieux bar confortable de Maple Street, mais un établissement rénové et modernisé qui occupe désormais 2 étages. Le premier étage est un bar classique avec des tables en bois, des fauteuils moelleux et une atmosphère chaleureuse, comme au temps de mon grand-père où rien n'a changé. Le deuxième étage est un bar lounge moderne avec une scène pour la musique live où des musiciens locaux se produisent tous les vendredis. Le chiffre d'affaires a triplé au cours des 2 dernières années. J'ai embauché 5 employés supplémentaires et il y a un an, j'ai ouvert un deuxième établissement dans un nouveau quartier de la ville. Un petit bar à cocktail, le Miranda's, qui est rapidement devenu populaire auprès des jeunes. L'appel du testament par ma mère a duré près d'1 an. Elle a engagé des avocats, recueilli des témoignages, tenté de prouver que mon grand-père était incapable au moment de la rédaction du testament. Mais toutes ces tentatives se sont heurtées aux expertises médicales, aux documents notariés et aux témoignages de personnes qui ont connu mon grand-père jusqu'à ses derniers jours. Le tribunal a définitivement rejeté la plainte et ma mère a finalement abandonné, non pas parce qu'elle s'était résignée, mais parce qu'elle avait perdu tous ses atouts. Elle vit désormais dans la maison qu'elle a héritée de son grand-père, elle téléphone rarement et vient encore plus rarement nous rendre visite. Elle envoie parfois un petit message pendant les fêtes, formel, sans chaleur. Je réponds de manière tout aussi formelle. Je ne cherche pas la réconciliation, mais je ne vis pas non plus dans la haine. Je construis simplement ma vie dans laquelle elle n'a pas sa place. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une limite que je me suis fixée pour ma propre tranquillité. Je me tiens maintenant près de la fenêtre de mon bureau au deuxième étage du bar, je regarde la rue où le soir commence à tomber et je sens mon enfant bouger sous mon cœur. Je suis enceinte de 5 mois. Mon mari s'appelle Patrick, nous nous sommes rencontrés il y a un an lorsqu'il est entré par hasard dans le bar après s'être perdu dans le quartier. C'est un architecte calme, équilibré, avec un beau sourire et un incroyable sens de l'humour. Jenna dirige maintenant le premier bar, Léo est responsable de la cuisine des 2 établissements. La porte du bureau s'ouvre et Gillian entre. Elle a changé au fil des ans, elle est devenue plus douce, plus calme, elle travaille comme responsable dans une agence de voyage et s'est récemment mariée avec un homme nommé Harrison qui est programmeur. Ils viennent de rentrer d'un voyage en Italie, leur première longue escapade ensemble. Bonjour Miranda, dit-elle en s'asseyant sur une chaise en face de mon bureau. Tu as une minute? Bien sûr. Comment était l'Italie? Incroyable. Ses yeux brillent. Tes conseils sur les cafés tranquilles et les promenades matinales nous ont sauvés. Harrison est tombé amoureux de Rome, on pense même y retourner l'année prochaine. Je souris sincèrement. Je suis contente que tout se soit bien passé. Gillian reste silencieuse pendant quelques secondes, puis dit doucement. Miranda, je veux que tu saches que je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Je regrette de ne pas avoir arrêté ma mère, de ne pas t'avoir soutenue à l'époque. J'ai été égoïste. Je la regarde, sentant quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Je sais, Gillian, et je te pardonne. Pas tout de suite, pas facilement, mais je te pardonne. Elle me regarde avec surprise, les yeux remplis de larmes. Vraiment, vraiment, tu as changé, je le vois, et je suis prête à nous donner une chance de renouer, pas comme avant, c'est impossible, mais comme quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Gillian se lève, s'approche de moi et m'embrasse avec précaution pour ne pas appuyer sur mon ventre. Je l'embrasse en retour pour la première fois depuis 3 ans. Ce n'est pas une réconciliation totale, ça ce n'est pas oublier la douleur, mais c'est un pas. Un pas vers la guérison. Merci Miranda, merci de m'avoir donné une chance. Elle s'en va et je regarde à nouveau la photo de mon grand-père accrochée au mur. Il sourit, une chope de bière à la main, debout derrière le comptoir du bar. Tu serais fier de moi, grand-père, pensais-je. J'ai réussi, j'ai survécu, j'ai construit ma vie. Le soir, alors que je ferme le deuxième bar, Patrick m'appelle. Comment s'est passée ta journée?
Bien, Gillian est passée, on a discuté. Vraiment. C'est génial, Miranda, je savais que tu y arriverais. Je ne sais pas si j'aurais pu sans toi. Tu aurais pu. Je souris, sentant une chaleur m'envahir. Je rentre à la maison, prépare le dîner. Il est déjà prêt, je t'attends. Je raccroche et regarde le bar. Ma création, ma vie, ma liberté. Mon grand-père ne m'a pas seulement laissé une entreprise. Il m'a laissé la possibilité d'être moi-même, de ne pas m'adapter aux attentes des autres, de ne pas vivre dans l'ombre des décisions de quelqu'un d'autre. Je l'ai mérité et maintenant je vais transmettre cela à mon enfant. Pas le bar, mais la liberté de choix, la confiance en soi, le droit à son propre bonheur. J'éteins la lumière, je sors dans la rue, la soirée est chaude et étoilée. La ville vit sa vie, les gens rentrent chez eux, rient, parlent. Je fais partie de ce monde. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas celle qui a été blessée. Je suis une personne qui a traversé la douleur et qui en est sortie plus forte. Ma mère ne m'appelle plus. Gillian fait à nouveau partie de ma vie, prudemment, progressivement, mais pour de vrai. Patrick m'attend à la maison. Un enfant grandit sous mon cœur, les affaires prospèrent. Mon grand-père me regarde depuis une photo et je le sais, il sourit.